Pierre Michala, bonjour, j'ai 65 ans, je suis à la retraite depuis un peu plus d'un an, après 40 ans de carrière professionnelle chez Michelin, et en particulier je suis un ancien de l'ENISE, j'ai fait une formation à l'ENISE où je suis rentré en 1966, j'en suis ressorti en 1970. Et je dois dire que l'ENISE a été pour moi une chance au niveau de la formation universitaire, bien sûr, et puis aussi la formation que j'ai eue par tous les contacts avec les professeurs et avec le monde universitaire de Saint-Étienne. Donc je suis toujours aujourd'hui, après tout ce temps, heureux d'avoir fait l'ENISE à cette époque-là. En 1966, j'arrive à l'ENISE après avoir passé toutes mes années secondaires à Voiron, au lycée technique qui s'appelait avant l'ENP, et après avoir passé le concours, je découvre l'ENISE, qui m'avait été présentée comme une école dans la droite ligne du lycée, et effectivement, très vite, j'ai constaté que l'enseignement qui nous était donné à l'ENISE correspondait bien à ce que j'avais déjà fait dans le lycée précédent. L'impression que j'ai eue en arrivant à l'ENISE a été tout de suite fort sympathique, même si les choses étaient, je le vois maintenant, assez simples du point de vue structure. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ENISE était installée à Mimar, en cohabitation avec une école, avec un collège, il y avait même, je crois, le conservatoire des arts et métiers, nous étions tous dans le même établissement, mais l'ambiance s'en trouvait très sympathique, même si nos conditions matérielles étaient assez modestes. On avait des cours dans des amphis, on descendait au sous-sol pour les TP ou l'atelier. Enfin bref, il y avait surtout un corps enseignant, une équipe d'enseignants qui était jeune et qui était très accueillante. J'ai gardé un excellent souvenir de ces années passées avec mes professeurs. J'en ai encore en mémoire comme M. Chargelay, qu'on appelait affectueusement Charlie, M. Battini, terrible M. Battini qui nous faisait des mathématiques, qui était un homme extrêmement rigoureux, et vigoureux d'ailleurs, hein, et on a appris. J'avais aussi, je garde le souvenir de M. Chaboissier, le grand Chab, qui nous faisait des TP, d'une gentillesse extrême, un directeur, Victor Martineau, qu'on appelait aussi affectueusement Victor, qui était très jeune à l'époque et qui était on sentait très engagé dans cette école. Alors cette école m'a occupé pendant 4 ans. En dehors de l'enseignement qui, comme vous le savez, couvrait tous les aspects techniques, mais aussi d'enseignement en général, on avait la chance d'être très ouvert sur l'extérieur, notamment dans les activités culturelles avec la Maison de la Culture qui était installée tout près. On a eu la chance, nous, dans ma promotion, d'être parrainé par François Michelin, grand monsieur, grand patron d'industrie, et je dois dire qu'il y a une anecdote qui reste toujours en mémoire pour moi, qui a trait à l'exposition d'Osaka qui avait lieu en 1970, pour laquelle les élèves souhaitaient faire une visite. Alors bien sûr, Osaka, Saint-Étienne, c'est quand même pas la porte à côté. Et on avait fait rapidement des calculs pour savoir ce que les gens pouvaient donner, nos collègues, et puis ce qu'on nous demandait. Et bien sûr, vous en doutez, la différence entre les deux était très grande. Donc j'avais vu François Michelin pour lui dire ce qu'il en était. Il m'avait dit, écoutez, cherchez d'autres moyens, et puis lorsque vous serez arrivé au bout, venez me voir. Et effectivement, quand on a bien cherché et bien trouvé, il restait encore une différence. Je lui ai expliqué la différence. Il m'a dit, je m'en occupe, donc vous pourrez aller à Osaka. Et avant de partir, il nous avait dit, mais vous, jeunes ingénieurs, il faudrait que vous alliez aux États-Unis. Ah bon? Donc les élèves ont très vite s'étaient dit, mais si on attend pour les États-Unis, on n'ira jamais, parce qu'on sera parti dans tous les azimuts. Donc nous sommes allés voir François Michelin en disant, nous, si on va aux États-Unis, c'est tout de suite dans la foulée. Eh bien, allez-y. Et puis voilà. Il nous a donc payé le voyage. Et nous avons fait ce voyage qui a clôturé nos 4 années à l'ENISE en 1970, qui a duré au total 1 mois, et qui reste, je le répète, pour moi et je pense pour la plupart de mes
collègues un souvenir inoubliable. En 70, donc, je rentre chez Michelin, après les tests d'embauche classiques. Et je dois dire d'ailleurs que j'avais pas l'idée au départ d'aller chez Michelin. Michelin n'avait pas une très bonne réputation à l'école, mais j'étais curieux de voir ce qu'était Michelin parce que, connaissant François Michelin et les qualités qu'il représentait, et puis ce que j'entendais de Michelin, je disais il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc je suis allé voir par curiosité. Bon, j'étais jeune, je suis allé, je suis rentré. J'avais évoqué très vite mon souhait de faire de la production et on m'a proposé, dans l'année qui a suivi, mes premières responsabilités en production. Et là, j'ai découvert en fait un métier que je connaissais pas beaucoup, notamment à travers les stages, mais c'était très superficiel. Et je me suis trouvé être responsable de personnel dans un atelier. Et très vite, j'ai senti que ce métier me plaisait, l'ambiance me convenait, je trouvais l'intérêt d'être confronté à des problèmes techniques, et puis aussi et surtout de rencontrer des gens avec lesquels on avait des échanges intéressants et on travaillait ensemble. Cette proposition de faire de la production a été maintenue. On m'a proposé ensuite des postes assez diverses, et notamment des postes à l'étranger, puisque j'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne. Donc je suis parti, on m'avait dit, oh c'est une mission très courte, 6 mois, vous reviendrez. Donc je suis parti avec ma femme, mon enfant, mon premier enfant qui était un bébé, et puis de 6 mois, en fait, nous sommes restés 6 ans. Voilà. Donc ensuite, après ces 6 ans où j'ai eu des responsabilités de fabrication, je suis revenu en France, et sans rentrer dans les détails, ces 40 ans que j'ai passés chez Michelin, je les ai passés en alternance entre la France et l'étranger. Principalement en production, je suis allé comme directeur en France, puis je suis retourné en Allemagne, avant d'aller au Brésil, aussi comme responsable industriel et directeur d'usine, en Italie, pour diriger une usine dans le nord de l'Italie. Et après un séjour à nouveau en France sur une activité industrielle concernant le génie civil, on m'a proposé de prendre la responsabilité des activités de Michelin en Pologne, c'est-à-dire tout ce qui concernait les activités industrielles et commerciales de Michelin sur la Pologne et les pays baltes. Donc en Pologne, nous avons une usine assez importante, pour ne pas dire très importante, puisque c'est la plus grosse du groupe, et puis une activité commerciale pour vendre des pneus dans cette région du monde. Donc là, j'ai terminé ma carrière, il y a maintenant 1 an et demi environ, par ce poste-là. Entre-temps, j'étais un peu sorti du chemin production, puisque dans les années 90, j'ai eu la responsabilité des ressources humaines. Donc on appelle les ressources humaines chez Michelin service du personnel, DRH de la France, donc du personnel France, et de découvrir à l'occasion de cette expérience tout ce qu'un ingénieur peut apprendre dans ce domaine de responsabilité. Et là, je ne peux qu'encourager les ingénieurs, lorsque l'opportunité se présente de prendre des responsabilités au service du personnel, de le faire. C'est un complément très riche aux compétences nécessaires pour exercer ce métier. Depuis 2010, je suis à la retraite. Et j'ai très vite reçu des propositions, notamment du président de la fondation de l'IFMA, qui est l'Institut français de mécanique avancée à Clermont-Ferrand, de venir l'aider dans cette activité de fondation de l'école qui a pour principal objectif d'aider les élèves, et notamment de les aider dans le cadre des stages industriels qu'ils font à l'étranger. Donc là, je découvre une activité totalement différente de ce que j'avais eu l'occasion de faire précédemment, mais en même temps d'apporter peut-être le témoignage de quelqu'un qui connaît l'industrie et de voir dans quelle mesure on peut aider les jeunes ingénieurs, les jeunes élèves déjà, à bien se préparer pour prendre des responsabilités dans les années futures. En particulier, je l'ai dit, les stages industriels à l'étranger en font partie, mais aussi, et je dois le dire, aider dans une certaine mesure les professeurs, le corps enseignant
à un rapprochement avec l'industrie. Alors quand je dis aider les professeurs à ce rapprochement avec l'industrie, c'est aussi suggérer à l'industrie de se rapprocher de l'université. Et je dois avouer que le constat que je fais actuellement, c'est que la France est quand même en retard dans ce domaine des relations industrie-université par rapport à d'autres pays comme, pour ne pas le citer, l'Allemagne, qui a fait beaucoup dans ce domaine et qui obtient des résultats qui s'expliquent en grande partie, à mon avis, par cette relation entre les compétences en innovation que l'on trouve à l'université et puis les compétences de réalisation, pour faire simple, qu'on trouve dans l'industrie. Voilà, donc au-delà, si vous voulez, de cette expérience à la fondation de l'IFMA, je dois avouer que j'ai complété les éléments que j'avais sur ce qu'un ingénieur doit pouvoir faire quand il est en charge de ses responsabilités. Alors il est bien évident qu'un ingénieur doit dominer des sujets techniques parce que c'est à son niveau que les choses vont se décider. Il aura des responsabilités, donc il doit avoir cette compétence, et ça, vous imaginez à quel niveau cela doit se passer. Mais le métier d'ingénieur n'est pas pour autant facilité par le progrès dans une certaine mesure au niveau de la communication, notamment avec l'usage que l'on fait actuellement des moyens informatiques. Et c'est peut-être un peu paradoxal de le dire, mais autant ces moyens informatiques sont d'un effet de progrès énorme dans le domaine des échanges, autant ils ont des inconvénients, et notamment en captant peut-être un peu trop l'attention de nos ingénieurs. C'est-à-dire que nos ingénieurs d'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai connu moi il y a 40 ans, n'ont pas la disponibilité qu'on doit trouver chez un ingénieur, n'ont pas la capacité d'écoute aussi bien de leurs collaborateurs, de leurs collègues, de leurs chefs, qu'ils pouvaient l'avoir dans le passé. Or, c'est de cette capacité d'écoute et de disponibilité que les choses se construisent, que le progrès se fait, que la compréhension des problèmes se solidifie, on peut dire. Et un ingénieur, quand il arrive avec un peu d'expérience à son niveau de responsabilité, c'est lui qui va prendre en charge des décisions qui vont orienter le progrès, et décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Elles doivent s'appuyer sur ce que ses collègues, ses collaborateurs, ses chefs lui auront dit, à condition qu'il ait écouté. Et là, il y aura des risques. Or, celui qui doit prendre des risques, c'est l'ingénieur. Et ces risques, si on ne les prend pas, on ne fait pas de progrès. Le progrès demande de prendre des risques. L'ingénieur est là pour ça. Encore faut-il qu'il se donne les moyens de le faire. Or, aujourd'hui, je dis attention, il faut que nos ingénieurs reviennent à des qualités de base qui sont des qualités, on dit maintenant management, mais qui sont surtout des qualités humaines, d'écoute et d'animation des hommes, des femmes qui leur sont confiés. Dans les derniers mois de ma présence chez Michelin, il m'a été demandé de faire part des observations, des réflexions que je pouvais avoir sur les caractéristiques de l'ingénieur responsable, du chef, du manager, appelons-le comme on veut. Bon, j'ai réfléchi à la façon dont on pouvait résumer les attitudes, le comportement, la responsabilité. Et pour commencer, j'avais posé la question à des techniciens d'une usine dans laquelle j'étais pour leur dire, mais finalement, d'une manière très spontanée, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous, techniciens, vous attendez de votre chef ? Et curieusement, sur les 7-8 techniciens que j'ai interviewés, les réponses ont pratiquement toutes été les mêmes. Sans préparation, ce qui ressortait en premier, c'était « Ah, mon chef, ce que j'attends de lui, c'est qu'il me fasse confiance. » Ça revenait presque systématiquement. Et un deuxième aspect aussi qui revenait pratiquement tout le temps, c'était « Mon chef,
si j'ai besoin de lui, il faut qu'il soit là. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un chef qui soit capable de m'aider si j'ai besoin de lui. Ça m'a fait réfléchir aussi. Bon, je retrouvais quand même des choses que j'avais senties tout au long de ma carrière. Je crois que là, on voit une chose importante, c'est que quand on devient responsable, avec un peu d'expérience, on a la responsabilité d'un groupe, on a la responsabilité d'une entreprise, d'une usine, et cette responsabilité vous donne des devoirs, qui sont des devoirs, comme ça a été dit avant, de disponibilité et d'écoute. Le personnel dont vous avez la responsabilité, si vous êtes par exemple directeur de groupe ou d'usine, va travailler, va se comporter, je dirais, un peu à votre image. Il est assez caractéristique de voir, et ça m'est arrivé assez souvent de voir quand on rentre dans une usine et que l'on a une impression visuelle, auditive, de contact avec les gens, de me dire, moi, personnellement, cette usine, je pense comprendre par quel type d'homme ou de femme elle est dirigée. Et en général, quand je rencontre le directeur ou le responsable, ça correspond à ce que j'avais vu dans les premières images constatées à l'usine. Ça veut dire que l'ingénieur responsable, il donne le ton. Ses collaborateurs vont travailler à son image. Et ils vont être d'autant plus motivés que cet ingénieur va leur donner confiance, va les aider à réaliser ce qu'ils ont, à les aider à être, je dirais, créatifs, innovants, même jusqu'à supporter, aider en cas d'échec. On sait tous que c'est les échecs qui nous montrent si nous sommes en progrès, parce que pour être en progrès, il faut savoir jusqu'où on peut aller. Mais il faut des chefs qui soient capables d'assumer, d'aider ceux qui veulent innover. Donc des ingénieurs qui ont ces devoirs d'aide, de disponibilité, d'écoute, c'est de ces ingénieurs-là dont l'industrie en particulier a besoin aujourd'hui, et je pense que malheureusement, on n'en a pas assez.